Mon fils a été héliporté d'un sentier de randonnée. Tandis qu'il luttait pour sa vie, ma belle-mère a envoyé un texto, « Tu as manqué le dîner d'anniversaire et tu es morte pour nous. » 3 jours plus tard, Reed a ouvert les yeux et a murmuré quelque chose à propos de sa mère qui m'a glacé le sang. Je m'appelle Dal Harmon. J'ai 43 ans et je travaille comme surintendant de construction à Columbus, Ohio. 20 ans à lire des plans, à gérer des équipes, à m'assurer que les structures ne cèdent pas avant que quelqu'un ne soit blessé. Je suis formé pour détecter les problèmes tôt. Le plus gros problème que j'ai jamais manqué se déroulait juste chez moi. Un jour lent à la fois. J'ai épousé Renée Stanton il y a 11 ans. Elle avait 26 ans. J'en avais 32. Et je croyais sincèrement que nous construisions quelque chose de réel ensemble. Ce dont je n'avais pas pleinement tenu compte, c'était sa mère, Vera Stanton, 64 ans, à la langue acérée et absolument convaincue qu'elle occupait une place permanente à chaque table de notre mariage. Son mari, Howard, acquiesçait simplement à tout ce que Vera décidait. Je me disais que c'était gérable. Je me suis trompé sur beaucoup de choses à l'époque, et c'était presque en tête de liste. Notre fils Reed a 12 ans. Un enfant brillant, obsédé par l'histoire, capable de réciter les dates des batailles de la guerre de sécession comme d'autres enfants récitent les statistiques sportives. Mais à partir d'il y a environ 2 ans, Reed a continué à tomber malade d'une manière qui n'avait pas beaucoup de sens, des maux d'estomac qui allaient et venaient, une fatigue qui persistait pendant des jours, des vertiges occasionnels suffisamment importants pour le faire s'accrocher à un mur. Renée l'a emmené de médecin en médecin. J'ai remarqué, sans trop y penser, qu'elle ne restait jamais longtemps avec un même cabinet. Quand j'ai finalement pris le temps de compter, cela faisait 7 pédiatres différents en 3 ans. Chaque fois que l'un d'eux commençait à creuser plus profondément, elle passait discrètement à quelqu'un de nouveau. Je me disais qu'elle était simplement une mère consciencieuse. J'aurais dû poser des questions plus difficiles bien avant de le faire. Cet octobre-là, Reed et moi nous sommes rendus au parc national de Hocking Hill pour notre week-end de camping d'automne, une tradition que nous maintenions depuis qu'il avait 7 ans. Ces voyages étaient les nôtres. Pas de téléphone, pas d'horaire, juste nous deux sur un sentier quelque part. Renée n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt à faire les valises pour ses voyages auparavant. Mais cette année-là, elle a insisté pour faire le sac de Reed elle-même. Elle a également envoyé une bouteille thermos de chocolat chaud. Elle a dit que c'était l'idée de Reed. Reed m'a jeté un regard perplexe quand elle a dit ça, mais n'a pas discuté. Il faisait froid et le cacao était là, alors il l'a bu. Nous étions à environ 2 heures de marche sur un sentier de crête lorsque Reed s'est arrêté et m'a dit que les arbres tournaient. J'ai cru qu'il exagérait. Il n'exagérait pas. Ses jambes ont cédé et il est tombé sur un talus rocheux le long du chemin, peut-être à 3,5 mètres, pas une chute catastrophique. Assez. J'étais là avant d'avoir fini d'y penser. Il respirait, les yeux ouverts, mais ne pouvait pas me dire quel jour nous étions ni où nous étions. J'ai appelé le 911, j'ai gardé ma main sur sa poitrine et je lui ai parlé de rien en particulier. Le sentier, le temps, un match de football dont je me souvenais à peine pendant 31 minutes jusqu'à ce que l'hélicoptère traverse la couverture nuageuse au-dessus de la ligne des arbres et nous trouve. Grant Medical Center, Columbus. J'ai conduit à 145 km/h tout le long du trajet. Au moment où je me suis garé et que j'ai franchi les portes, Reed était déjà passé à la chirurgie et j'étais juste un homme dans une salle d'attente qui ne pouvait rien faire d'utile. Sauf s'asseoir sur une chaise en plastique sous des lumières fluorescentes et essayer de me souvenir comment respirer. Puis mon téléphone a sonné. SMS de Vera Stanton. Le dîner d'anniversaire de Renée est demain. N'osez pas le manquer. J'ai fixé l'écran assez longtemps pour le lire 3 fois. Puis j'ai tapé, Reed pourrait ne pas passer la nuit. Sa réponse est arrivée rapidement. Sois là où tu es mort pour nous. J'ai bloqué son numéro sans répondre, j'ai posé le téléphone face vers le bas sur la chaise à côté de moi, et je suis resté là dans cette salle d'attente calme et bourdonnante, comprenant peut-être pour la première fois avec une clarté réelle. Exactement le genre de famille dans laquelle j'avais épousé, et ce que cela m'a coûté de ne pas le voir plus tôt. Reed a survécu à l'opération. Le docteur, une femme posée et pragmatique nommée Dr Paulson, est sorti vers 2 heures du matin et m'a dit qu'il avait une légère commotion cérébrale, 2 côtes contusionnées et des lésions au tissu mou de l'épaule gauche. Rien de cassé, pas d'hémorragie interne. Elle a dit qu'il était stable, sous sédatif, et que je pourrais le voir le matin. Je l'ai remercié et je suis retourné à ma chaise, je n'ai pas dormi,
j'ai regardé la salle d'attente se vider et se remplir à nouveau au fil des heures. À 7h30 le lendemain matin, le docteur Repulson m'a retrouvé, cette fois avec une expression différente. Elle a rapproché une deuxième chaise et s'est assise, ce qui m'a dit avant qu'elle ne dise quoi que ce soit que ce n'était pas un contrôle de routine. Monsieur Harmon, dit-elle, j'ai examiné l'historique médical de Reed, les dossiers que votre femme nous a autorisés à consulter remontent à environ 2 ans, 14 visites distinctes dans 7 cabinets différents, plaintes gastro-intestinales, fatigue récurrente, 2 épisodes de vertiges aigus. Elle a fait une pause. Le schéma est inhabituel, surtout étant donné que ses analyses sanguines et son imagerie d'hier sont toutes revenues essentiellement normales. J'ai gardé ma voix neutre. Que êtes-vous en train de me dire? Je vous dis que je suis un déclarant obligatoire, a-t-elle dit. Et que j'ai déjà déposé un rapport auprès des services de protection de l'enfance du comté de Franklin. Ce n'est pas une accusation, monsieur Harmon. C'est une procédure. Mais je dois vous demander. Avez-vous une explication pour expliquer pourquoi un enfant de 12 ans en bonne santé a fait des allers-retours dans des cabinets médicaux pendant 2 ans sans un seul diagnostic confirmé? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté avec cette question et je l'ai laissé s'intégrer à tout ce que je savais déjà mais que je n'avais pas encore dit à voix haute. Cette pédiatre, René gérant toujours les rendez-vous seule. Reed malade à la maison et parfaitement bien lors de nos voyages de camping jusqu'à celui-ci. Non, dis-je finalement, mais je commence à. Le docteur Repulson hocha lentement la tête. Les services de protection de l'enfance seront en contact avec les 2 parents. En attendant, Reed reste ici jusqu'à ce que nous soyons satisfaits qu'il soit médicalement stable et jusqu'à ce que nous comprenions à quoi nous avons réellement affaire. J'ai appelé Hank Lester depuis la cafétéria de l'hôpital pendant que Reed dormait encore. Hank était mon plus vieil ami. Nous avions travaillé ensemble sur des chantiers de construction dans nos 20 ans avant qu'il ne retourne à l'école et ne devienne avocat. Principalement de la défense pénale avec une formation en droit de la famille dont je n'aurais jamais imaginé avoir besoin. Il a décroché à la 2e sonnerie. J'ai tout raconté. Le voyage de camping, la thermos, la chute, ce que le docteur Paulson venait de me dire. Hank a écouté sans m'interrompre, ce qui signifiait qu'il prenait cela au sérieux. Reste à l'hôpital, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Ne parle pas au service de protection de l'enfance sans ma présence. Ne parle pas encore de tout ça à René. Elle appelle depuis hier soir. Je sais. Laisse-la appeler. Sa voix était ferme et délibérée. Dal, si ce que tu décris est ce à quoi cela ressemble, tu vas devoir être très prudent à chaque mouvement que tu feras à partir de maintenant. Tu me comprends? Oui, j'ai dit. Je comprends. Bien. Je serai là dans 2 heures. J'ai raccroché et je suis resté assis à cette table de cafétéria pendant longtemps, fixant une tasse de café qui était devenue froide. Quelque part au-dessus de moi, mon fils se réveillait dans un lit d'hôpital. Et quelque part en ville, ma femme appelait un numéro auquel je ne répondais pas, pour la première fois en 11 ans de mariage. Cela me semblait être exactement la bonne décision. Reed était réveillé quand je suis entré le 3e jour. Pâle, un peu gonflé autour de l'œil gauche à cause de la chute. Un moniteur d'oxygène fixé à son doigt, mais réveillé et regardant la porte comme s'il avait attendu. Cela seul me disait quelque chose. Reed était le genre d'enfant qui remplissait les silences. Le fait qu'il soit juste allongé là, silencieux, signifiait que tout ce qui se trouvait en lui était plus lourd que ce que son moi habituel pouvait porter. J'ai rapproché la chaise du lit et me suis assis. J'ai mis ma main sur la sienne et n'ai rien dit. Parfois, il faut donner de l'espace à une personne avant qu'elle ne puisse parler. Papa. Sa voix était rauque, encore irritée par le tube respiratoire qu'ils avaient laissé la nuit. J'ai quelque chose à te dire. Environ 2 nuits avant notre départ pour le voyage. Prends ton temps. Il regarda le plafond un instant, organisant ses pensées comme il le faisait toujours avant de dire quelque chose d'important. Puis il revint vers moi. Je n'arrivais pas à dormir. Je suis descendu chercher de l'eau. La lumière au-dessus de la cuisinière était allumée dans la cuisine. Maman et grand-mère Vera étaient assises à table en train de parler. Elles ne m'ont pas entendu dans les escaliers. J'ai gardé mon visage neutre et mes mains immobiles. Grand-mère parlait de toi, de la façon dont tu étais toujours sur les chantiers, de la façon dont tu contrôlais les finances, de la façon dont maman méritait mieux. Reed fit une pause, et puis elle a dit que si quelque chose m'arrivait lors du voyage de camping, si cela ressemblait à un accident, que la famille aurait enfin un peu de répit.
Elle a parlé de police d'assurance. Elle a dit: les garçons tombent tout le temps sur les sentiers de randonnée et personne ne pose trop de questions. La pièce semblait vidée de son air. Maman n'était pas d'accord, ajouta Reed, sa voix prudente, mais elle n'a pas dit à grand-mère d'arrêter non plus. Elle a juste continué à pleurer, et grand-mère a continué à parler comme si elle planifiait une course au supermarché. Il me regarda avec des yeux trop vieux pour son visage. Je suis retourné dans ma chambre et je suis resté allongé dans le noir pendant des heures. Et puis le lendemain, maman a préparé mon sac elle-même, a fait le cacao, est restée là dans la cuisine et m'a regardé boire toute la thermos avant notre départ. Ça avait un goût normal? Non. Amertume, comme un médicament. J'ai failli dire quelque chose, mais je ne voulais pas lui faire de peine. Il laissa échapper un bref soupir sans humour. Bête, n'est-ce pas? Non, pas bête, dis-je fermement. Rien de tout cela ne t'appartient. Tu me comprends? Pas une seule partie. Il hocha la tête, mais je pouvais dire qu'il portait encore quelque chose. Les enfants de 12 ans ne perdent pas de poids si vite. Je lui ai serré la main une fois, je me suis levé et j'ai marché dans un couloir. J'ai appelé oncle Lester. Il a décroché à la deuxième sonnerie, et je lui ai tout dit ce que Reed venait de me dire, mot pour mot, gardant ma voix basse et stable contre le bruit du couloir. Hank est resté silencieux pendant quelques secondes après que j'ai fini. Dal, la thermos. Où est-elle en ce moment? Dans le plateau de ma camionnette. J'ai tout jeté à l'arrière quand j'ai suivi l'hélicoptère et je n'y ai pas touché depuis. Ne la touche pas. J'appelle un laboratoire privé dans les 10 prochaines minutes. Nous n'attendons pas le traitement du comté. Sa voix était courte et précise. Je vais également demander à l'équipe de défense des enfants de l'hôpital de mener un entretien formel enregistré avec Reed aujourd'hui avant que René ou Vera ne s'approchent de cette chambre. Cette déclaration doit être documentée par un professionnel sur vidéo avant que quiconque n'ait la possibilité de l'influencer. René envoie des SMS depuis hier soir pour demander quand elle peut venir. Elle attend, dit Hank d'un ton plat. Retourne dans cette chambre et reste avec ton fils. Je serai là dans 90 minutes. Je suis retourné dans la chambre et je suis resté assis à côté de Reed le reste de cette matinée. Madame Ellison de l'équipe de défense des enfants est arrivée juste après-midi, posée, expérimentée, le genre de personne qui met les enfants à l'aise sans faire preuve de trop d'efforts. Elle a mené l'entretien de Reed dans une pièce séparée pendant que Hank observait. Je suis resté dans le couloir et j'ai écouté le silence et j'ai compris que la vie que j'avais vécue pendant les 11 dernières années était terminée. Ce qui allait arriver dépendait entièrement de ce que je ferais dans les heures et les jours à venir. J'avais l'intention de faire les choses correctement. Hank sortit de la salle d'observation avec le regard d'un homme qui venait d'entendre quelque chose qu'il ne pourrait pas oublier. Il me trouva dans le couloir, les mains dans les poches de ma veste, et prononça 4 mots avant toute autre chose, c'est clair et solide. Nous nous rendîmes à son bureau ce soir-là. Sa table de conférence était couverte de bloc-notes juridiques et de précédents imprimés avant même que nous nous asseyions, ce qui me dit qu'il travaillait depuis notre appel téléphonique. Il versa 2 tasses de café, me tendit l'une d'elles et ne perdit pas de temps. Je vais te dire quelque chose que tu dois entendre avant que nous parlions stratégie, dit Hank. Le tribunal de la famille dans cet état favorise statistiquement les mères dans les décisions initiales de garde et d'autorité médicale. Non pas parce que chaque juge est partial, mais parce que le système a été construit sur un cadre dont la date d'expiration est dépassée de 30 ans et que les hypothèses par défaut sont profondément ancrées. Tu vas entrer dans cette salle d'audience en tant que père et tu devras prouver des choses que René ne sera jamais une seule fois appelé à prouver simplement en raison de ta relation avec cet enfant. Je le regardais de l'autre côté de la table. Alors, nous nous préparons trop. Nous nous préparons trop. Il acquiesça. La déclaration enregistrée de Reed est la base. La thermos va au laboratoire ce soir. J'ai déjà passé l'appel. Je veux ces résultats entre nos mains dans les 48 heures. Il prit une note. Demain matin, je dépose une requête d'urgence pour une autorité médicale exclusive temporaire. René ne doit pas programmer, autoriser ou assister à un rendez-vous médical pour Reed tant que le tribunal n'en décide pas autrement. Elle va se battre. Qu'elle se batte. Combattre en audience publique nous est en fait utile. Hank se pencha en avant. Voici ce dont j'ai besoin de toi, Dal. Calme, délibéré. Chaque fois que tu entres dans un tribunal ou que tu te retrouves face à un travailleur social, tu es évalué.
Qu'ils le disent ou non, la seconde où tu montres de la colère, l'avocat de René le mettra devant le juge. Et soudain, l'histoire ne portera plus sur ce qui est arrivé à Reed. Elle portera sur ton tempérament. Tu me suis? J'ai géré des chantiers malgré des effondrements de budget et des grèves d'équipe, dis-je. Je sais comment garder mon calme quand tout va de travers. Utilise ça, dit simplement Hank. Nous nous sommes retrouvés devant la juge Aldrich le lendemain matin à 9h. Elle avait une 60aine d'années, les cheveux argentés, et dirigeait sa salle d'audience avec fermeté, sans patience pour le théâtre. René avait retenu un avocat nommé Fowler, poli et expérimenté, qui a soutenu que la déclaration de Reed était le récit d'un mineur commotionné sous analgésique. Et que retirer l'autorité médicale maternelle était un abus drastique fondé sur rien d'autre que le souvenir d'un enfant effrayé lors d'une hospitalisation traumatisante. Je me suis assis à la table du plaignant, les mains à plat sur la surface, et j'ai laissé Hank faire son travail. Il a guidé la juge Aldrich à travers le dossier documenté, 7 cabinets pédiatriques sur 3 ans, 14 rendez-vous sans aucun diagnostic confirmé, un schéma d'apparition des symptômes corrélant constamment avec le temps passé à la maison. L'entretien d'aide à l'enfance mené selon le protocole approprié, et les résultats préliminaires du laboratoire sur la thermos. Des composés sédatifs détectés, analyse complète en attente. Ce dernier élément a frappé la salle comme une massue. Fowler a soulevé une objection sur des bases procédurales. La juge Aldrich l'a rejeté sans lever les yeux de la page. Elle a lu en silence pendant 3 minutes. Puis elle a posé les documents et a regardé les 2 tables. L'autorité médicale exclusive temporaire est accordée à Monsieur Harmon avec effet immédiat. Je nomme un tuteur ad litem pour l'enfant mineur d'ici la fin de la semaine. Quelqu'un dont le seul client est ce garçon. Elle a regardé Fowler. Votre cliente conserve les droits de visite standard en attendant l'audience complète. L'endroit supervisé devra être approuvé par le GL. Elle a pris son marteau. Nous sommes ajournés. Je suis sorti de ce palais de justice dans le froid matin d'octobre et je me suis tenu sur le trottoir. Hank est tombé à côté de moi. Une manche de gagné, dit-il. Combien en reste-t-il? Il y a pensé honnêtement. Assez. Mais aujourd'hui, tu as pris celle qui met la table pour tout le reste. J'ai hoché la tête, regardé la rue sans rien en particulier. J'ai pensé à Reed dans ce lit d'hôpital qui m'attendait. Je suis retourné. Reed était à l'hôpital depuis 5 jours lorsque les infirmières l'ont enfin laissé s'asseoir correctement et manger autre chose que du bouillon. Je lui ai apporté un cheeseburger de l'endroit à 2 pâtés de maison. Sa demande était très précise et je me suis assis en face de lui pendant qu'il mangeait et j'ai essayé de ressembler à un père normal déjeunant normalement avec son enfant. C'était le meilleur rôle d'acteur que j'ai jamais joué. Ce soir-là, pendant que Reed dormait, je suis descendu à ma camionnette dans le parking de l'hôpital. J'avais besoin de son sac à dos d'école. Il avait demandé son livre d'histoire et un cahier. Et je n'avais rien touché dans le plateau de la camionnette depuis la nuit de l'accident. J'ai sorti le sac à dos de derrière le siège passager et je l'ai posé sur le capot. C'est là que j'ai vu l'iPad. L'iPad scolaire de Reed avait glissé à moitié sous le siège, toujours dans son étui. J'ai failli le laisser. Puis je me suis souvenu que Reed avait mentionné une fois, en passant, qu'il utilisait l'application de mémo vocal pour s'enregistrer en train d'étudier. Il disait que d'entendre le matériel à voix haute l'aidait à le retenir. J'ai pris l'iPad et j'ai allumé l'écran. Il y avait un enregistrement actif dans l'application de mémo vocal. Horodatage la nuit avant notre départ pour Hocking Hills. Durée 41 minutes. Je suis resté longtemps dans ce parking avant d'appuyer sur lecture. Les premières minutes étaient des sons ambiants de la maison. Le bourdonnement du réfrigérateur, une télévision lointaine, puis des voix, René et Vera, assez claires pour suivre une fois que l'on s'ajustait à la qualité de l'enregistrement. Reed avait dû poser l'iPad sur son bureau près de la bouche d'aération du sol sans se rendre compte que l'application était en marche. J'ai écouté tout l'enregistrement. C'était pire que ce que Reed m'avait décrit. Non pas parce que Vera avait dit quelque chose que Reed ne m'avait pas dit, mais à cause de la façon dont elle l'avait dit. Méthodique, logique, passant en revue les éventualités comme un chef de projet examinant un calendrier. Elle a parlé des polices d'assurance par leur montant de versement. Elle a parlé de la façon dont un père emmenant un garçon en randonnée en octobre était statistiquement sans histoire. Elle a parlé du chagrin comme d'une variable, de la façon dont un mari en deuil était peu susceptible de penser clairement aux finances pendant des mois après.
Renée a pleuré pendant la majeure partie de la conversation, mais elle n'a pas quitté la table. J'ai appelé Hank depuis le garage. Il a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai un enregistrement, dis-je, 41 minutes. Les deux sur l'iPad scolaire de Reed. Hank resta silencieux pendant exactement 3 secondes. Ne touchez à rien d'autre sur cet appareil. Apportez-le à mon bureau ce soir. Pas demain. Ce soir. J'étais là à 8 heures. Hank avait son parajuriste présent et un contact en criminalistique numérique au téléphone avant même que je n'ai posé l'iPad sur la table. En moins d'une heure, l'enregistrement avait été extrait de manière forensique, horodaté et dupliqué dans 3 endroits sécurisés. La parajuriste de Hank, une jeune femme nommée Deb, était devenue pâle au milieu de la lecture. Hank lui-même resta très immobile, les mains jointes, et écouta tout sans bouger. Quand ce fut terminé, il me regarda. Cela change tout. Je sais que cela ne remplace pas le processus judiciaire, dit-il avec prudence, mais comme levier, comme outil pour s'assurer que l'avocat de Renée comprenne exactement ce à quoi leur client est confronté. C'est significatif. Il se pencha en avant. Je contacte également Ruth Taney demain matin. Qui est Ruth Taney? Enquêtrice privée. Ancienne détective du shérif du comté. Elle a traité 3 affaires d'empoisonnement que je connais. Des enfants maintenus médicalement dépendants par un parent pour l'attention et un bénéfice financier. Elle sait comment ces affaires fonctionnent de l'intérieur. S'il y a des irrégularités financières que nous n'avons pas encore trouvées, Ruth les trouvera. Je suis rentré à l'hôpital ce soir-là et me suis assis dans la chambre de Reed dans l'obscurité, le regardant dormir. L'enregistrement était sécurisé. Les résultats du thermos devaient être de retour dans 24 heures. Les roues tournaient pour la première fois depuis cette colline. Je me sentais comme si j'étais en avance sur quelque chose au lieu d'être en retard. Les résultats du laboratoire sont arrivés un jeudi. Composé sédatif confirmé. Un somnifère sur ordonnance, concentré bien au-dessus de la dose thérapeutique, dissous dans le mélange de cacao. Le genre de dose qui frapperait un enfant de 12 ans sur un sentier de randonnée en altitude comme un marteau. Hank a déposé les résultats au tribunal le même après-midi. La greffière de la juge Aldrich a appelé dans les 2 heures pour programmer une audience d'urgence pour le lundi suivant. Fowler, l'avocat de Renée, est resté silencieux pendant une bonne partie de la journée avant d'appeler Hank pour lui demander très soigneusement, très indirectement si une résolution négociée pourrait être envisagée. Hank lui a dit « Nous vous contacterons ». Ruth Taney arriva au bureau de Hank le vendredi matin. Elle avait 44 ans, était compacte, avec le genre d'attention constante dans les yeux qui vient de années passées à observer attentivement les gens pour gagner sa vie. Elle ne perdit pas de temps en banalité. « Parlez-moi de l'historique médical », dit-elle en ouvrant un bloc-notes. Tout depuis le début. Je lui ai tout raconté. Les 7 cabinets, les 14 rendez-vous, le fait que Reed soit malade à la maison et bien partout ailleurs. Elle prenait des notes sans m'interrompre. Et quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo. C'est un schéma classique de trouble factice imposé à autrui, dit-elle. Un soignant qui invente ou exagère une maladie chez un enfant pour attirer l'attention, la sympathie, ou dans des cas comme celui-ci, un positionnement financier. La rotation entre plusieurs cabinets est classique. On bouge avant qu'un médecin ne puisse établir une vue longitudinale. Pouvez-vous prouver l'angle financier, demanda Hank. Donnez-moi accès à tous les dossiers financiers que vous avez en 72 heures, dit Ruth. Ce qui s'est passé ensuite est venu d'une direction que je n'avais pas anticipée. Howard Stanton, le mari de Vera, mon beau-père, 67 ans, m'a appelé sur mon portable le samedi matin. J'ai failli ne pas répondre. Nous nous étions à peine parlé depuis des années. Howard existait en marge de chaque événement familial. Calme, présent, anodin. J'avais toujours pensé qu'il était simplement un homme qui avait choisi la paix plutôt que l'engagement. J'avais tort aussi. Dalle. Sa voix était ferme, mais prudente. Je dois te rencontrer. Pas à la maison. Nulle part où Vera pourrait être. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant à 20 minutes de son quartier. Howard est arrivé le premier, assis dans un coin avec une tasse de café et une enveloppe en papier craft sur la table devant lui. Il avait l'air plus vieux que la dernière fois que je l'avais vu, pas seulement fatigué, mais vidé, comme un homme qui avait porté quelque chose de lourd pendant très longtemps et qui avait finalement décidé de le poser. Il a glissé l'enveloppe sur la table. « Je garde ça depuis 4 ans, dit-il.
Chaque fois, je me disais que ce n'était pas ma place, que c'était une affaire de famille, que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. Il regarda sa tasse de café. Reed a failli mourir sur cette colline, ça a mis fin à ma capacité à me taire. À l'intérieur de l'enveloppe, des relevés bancaires remontant à 3 ans, des relevés de cartes de crédit, des correspondances entre Vera et un courtier en assurance que Howard avait imprimé de son ordinateur portable sans qu'elle le sache, et un journal manuscrit, l'écriture d'Howard. Des entrées datées documentant des conversations qu'il avait entendues entre Vera et René remontant à près de 2 ans, des discussions sur les visites médicales de Reed, sur les polices, sur les délais. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table. « Howard, pourquoi n'as-tu pas, parce que c'est ma femme, dit-il simplement. Et je continuais à croire qu'elle n'irait pas réellement jusqu'au bout. Il croisa mon regard. J'ai eu tort. Je ne me tromperai plus. J'ai appelé Ruth Tanner depuis le parking du restaurant avant même d'avoir démarré le moteur. Je lui ai dit que j'avais 4 ans de dossiers financiers documentés et un témoin direct. Elle est restée silencieuse un instant. Puis, donnez-moi cette enveloppe. Aujourd'hui. Howard Stanton est rentré chez lui auprès d'une femme qui ne savait pas qu'il venait de démanteler tout ce qu'elle avait construit. Et je suis retourné à l'hôpital, comprenant que le terrain avait complètement changé. Et cette fois, il avait changé dans notre direction. Ruth Tanner a travaillé vite. Elle est arrivée au bureau de Hank le lundi matin avec un ordinateur portable, le dossier de Howard et un bloc-notes déjà à moitié rempli de notes. Et le mercredi après-midi, elle avait dressé un tableau financier qui a fait quitter la pièce à la parajuriste de Hank pendant 5 minutes juste pour se ressaisir. Ruth a étalé les documents sur la table de conférence et m'a tout expliqué de la même manière que j'imaginais qu'elle avait autrefois informé les détectives du shérif, méthodiquement, sans commentaire, juste fait après fait poser comme des briques. Votre femme a maintenu un compte courant secondaire à son seul nom pendant environ 3 ans, a commencé Ruth. Les dépôts proviennent de 3 sources. Premièrement, de petits virements de votre compte joint, toujours inférieurs à $800, toujours classés comme dépenses ménagères. Deuxièmement, des remboursements de demandes d'assurance maladie de Reed acheminés directement sur son compte plutôt que de revenir sur le compte joint d'où provenaient les paiements originaux. Troisièmement, elle a fait une pause et a glissé un relevé imprimé vers moi. Un virement récurrent d'un compte professionnel enregistré au nom de Vera Stanton. J'ai fixé la page. Vera a payé René directement tous les mois pendant 26 mois. Les montants varient de 4 cents à 1200 $, mais le schéma est constant. Ruth a tapoté la page. Lorsque vous additionnez le total des 3 sources sur 3 ans, vous arrivez à environ 60 à 70 000 $ qui ont circulé à votre insu. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai laissé ce chiffre s'installer. Il y a plus, dit Ruth. Elle sortit les correspondances d'assurance que Howard avait photographiées du bureau de Vera. Ces emails remontent à 18 mois. Vera était en contact avec un courtier en assurance, pas votre assureur, un courtier distinct, explorant les termes de la police de Reed, en particulier la clause de décès accidentel. Plus précisément, quelle documentation serait requise pour une réclamation déposée par un parent survivant? Hank, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de tout cela, se pencha en avant. C'est une preuve de préméditation. Ce n'est plus une affaire de divorce. C'est ce que j'appelle ça, dit Ruth d'un ton égal. J'ai pensé à Reed dans sa chambre d'hôpital, mangeant un cheeseburger, me demandant d'apporter son manuel d'histoire, 12 ans et complètement inconscient que sa grand-mère avait recherché les exigences administratives pour sa mort. J'ai gardé ma voix neutre. Qu'est-ce qu'on en fait? Ruth me regarda. J'ai déjà été en contact avec un détective du bureau du procureur du comté de Franklin, un ancien collègue. Je lui ai expliqué le cadre, les résultats du laboratoire, l'enregistrement, le schéma financier, la chronologie documentée d'Howard. Il va en parler à son superviseur aujourd'hui. Elle croisa les mains sur la table. Ce n'est plus seulement une affaire de garde d'enfants, Dal. C'est une affaire criminelle, et le bureau du procureur voudra agir. Hank se leva et marcha vers la fenêtre, ce qui change considérablement notre stratégie de divorce. Lorsque des accusations criminelles seront portées contre René, et je crois qu'elles le seront, le levier de son avocat s'évaporera. La dynamique de négociation changera complètement. Quand cela arrivera-t-il, demandai-je. Cela pourrait être dans quelques jours, dit Ruth. L'enregistrement et les résultats du laboratoire ensemble suffisent pour une demande de mandat d'arrêt.
Les dossiers financiers et le témoignage d'Howard le rendent infaillible. Je suis rentré à l'hôpital ce soir-là et j'ai dîné avec Reed. Il avait commencé la physiothérapie cet après-midi pour son épaule et s'en plaignait avec l'enthousiasme particulier d'un enfant qui se sentait assez bien pour se plaindre. Je l'ai laissé parler et j'ai mangé de la mauvaise nourriture de la cafétéria et je l'ai observé en pensant à quel point j'étais passé près de me retrouver dans ce même hôpital dans des circonstances entièrement différentes. Cette nuit-là, seul dans le parking, j'ai appelé Howard Stanton. Il a répondu à la première sonnerie. Le bureau du procureur va vouloir votre témoignage, lui ai-je dit formellement, pour le dossier. Il est resté silencieux un instant. Je sais, dit-il. J'y suis prêt depuis samedi. Je l'ai cru. L'enquête criminelle a progressé plus vite que prévu. Le jeudi de cette semaine-là, Hank m'a informé que le procureur du comté de Franklin avait officiellement ouvert une affaire. René avait été informé par son avocat. Le mandat d'arrêt contre Vera était en cours. Fowler, l'avocat de René, a appelé Hank le même après-midi, et cette fois le ton était différent. Fini les manœuvres procédurales, fini les arguments d'enfants confus, juste un homme essayant de comprendre combien de dégâts son client pouvait encore limiter. Mais avant que cette conversation ne puisse aller nulle part d'utile, quelque chose d'autre a atterri sur mon bureau que je n'avais pas anticipé. L'école de Reed, Westfield Middle, avait un conseiller de soutien aux élèves nommé Monsieur Brigg. Il était le conseiller de Reed depuis 2 ans. Un homme calme, d'une quarantaine d'années, le genre de personne qui se fondait dans l'arrière-plan des soirées parents-professeurs et ne disait jamais grand-chose. Je l'ai rencontré 2 fois. Je n'y avais pas beaucoup réfléchi non plus. Il a appelé mon portable un vendredi matin alors que je me rendais au bureau de Hank. « Monsieur Harmon, a-t-il dit, j'ai suivi les nouvelles concernant la situation de Reed. Je veux être honnête avec vous. Je vous dois une conversation que j'aurais dû initier il y a longtemps. Je me suis garé sur un parking et j'ai arrêté la voiture. J'écoute. Monsieur Brigg a expliqué qu'au cours des 18 derniers mois, Reed était venu le voir à 4 reprises distinctes. 2 fois, il avait posé des questions générales sur ce qui se passait lorsque les parents ne s'occupaient pas correctement de leurs enfants. 1 fois, il avait demandé si un conseiller devait tout dire aux parents ce qu'un élève disait, et 1 fois, il y a environ 8 mois, il avait dit directement qu'il ne se sentait pas en sécurité à la maison. Mais il s'était immédiatement rétracté et avait demandé à Brigg d'oublier ce qu'il avait dit. J'ai documenté les conversations, a dit Brigg, mais je n'ai pas transmis l'information. Madame Harmon était une présence visible aux collectes de fonds de l'école, aux bénévoles du comité consultatif des parents pour les excursions. Je me suis dit que Reed était anxieux. Que l'environnement familial était stressant mais pas dangereux. Sa voix était tendue. J'ai eu tort et j'aurais dû agir sur ce qu'il m'a dit. Je suis resté assis dans ce parking et j'ai gardé ma respiration stable. Pourquoi m'appelez-vous maintenant? Parce que Reed est à l'hôpital et que j'ai des documents qui doivent être entre les mains de personnes qui peuvent les utiliser, a dit Brigg. Et parce que je préférerais faire face aux conséquences de ce que j'ai omis de faire plutôt que d'aggraver la situation en continuant à me taire. Je lui ai dit d'envoyer tout à Hank Lester immédiatement. Il a dit que tout était déjà préparé. Quand je suis arrivé au bureau de Hank et que je lui ai parlé de l'appel, Hank a posé son stylo et a regardé le plafond brièvement. Un conseiller scolaire avec 4 séances documentées au cours desquelles l'enfant a exprimé sa peur et le conseiller n'a pas fait de rapport. Cela fait partie du dossier de preuve et cela devient une partie du récit plus large sur la durée pendant laquelle cela est resté sans réponse pendant que René maintenait une image publique parfaite. Cela nuira-t-il à l'affaire? Cela la renforce, a dit Hank. Cela montre un schéma de comportement suffisamment sophistiqué pour tromper les professionnels. René ne faisait pas que cela à la maison. Elle construisait activement une présence sociale qui la plaçait au-dessus de tout soupçon. Ce n'est pas une femme qui agit impulsivement. C'est une femme qui a planifié cela minutieusement sur une longue période de temps. Fowler a rappelé cet après-midi. Cette fois, il a directement demandé si René pouvait éviter une exposition criminelle par une coopération totale, un transfert de garde total à moi, une renonciation complète à toute réclamation sur les biens matrimoniaux et un témoignage contre Vera. Hank m'a regardé de l'autre côté de la table. C'est à vous de décider. J'ai pensé aux 65 000 $ déplacés dans l'obscurité. À la voix de Reed sur cette colline quand il ne pouvait pas me dire quel jour nous étions. À Monsieur Brigg,
qui avait gardé le secret de 4 conversations documentées pendant 8 mois parce que ma femme s'était portée volontaire pour suffisamment de sorties scolaires pour paraître une bonne mère. Dites-lui que René coopère pleinement, dis-je. Garde totale, renonciation totale, témoignage total, et elle le fait par écrit avant la fin de la semaine. Après cela, quelle que soit la décision du procureur, c'est entre eux. Hank a décroché son téléphone. Je passerai l'appel. L'audience de preuve était prévue pour un lundi de novembre, 6 semaines après que Reed ait été héliporté de cette colline. À ce moment-là, l'affaire pénale contre Véristan avait progressé dans le système avec le genre d'élan qui ne se produit que lorsque les preuves sont si nombreuses et cohérentes que même la défense a du mal à trouver un fil à tirer. René avait signé l'accord de coopération le vendredi précédent, garde totale transférée à moi, renonciation totale à toute réclamation sur les biens matrimoniaux, et un engagement formel à témoigner contre sa mère dans les procédures pénales. Fowler avait livré les documents signés au bureau de Hank en personne, ce que j'ai pris comme une petite indication de la façon dont la situation s'était complètement inversée. Les avocats ne font pas de livraison personnelle lorsque leur partie a un avantage. L'audience elle-même s'est déroulée en 2 parties. La première partie était la finalisation de la garde par le tribunal de la famille devant la juge Aldrich. La seconde, plus tard cet après-midi-là, était l'audience criminelle préliminaire contre Vera dans une autre salle d'audience de l'immeuble. Je portais le même costume que j'avais porté à chaque comparution au tribunal depuis le début de cette affaire. Reed, qui est maintenant à la maison et marche normalement et avait des opinions sur ce que je devrais porter, m'a dit que la cravate était trop sombre. Je l'ai portée quand même. La juge Aldrich a examiné l'accord de garde finalisé, le dossier de preuve complet et le rapport du tuteur ad litem qui recommandait la garde physique et légale exclusive pour moi. Des visites thérapeutiques supervisées pour René sous réserve d'un examen trimestriel et une évaluation psychologique obligatoire pour Reed à être menée par un spécialiste indépendant choisi par le GL. Elle a signé l'ordonnance en moins de 10 minutes. René était assise à sa table et ne m'a pas regardé une seule fois. En sortant de cette salle d'audience, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas anticipé. Pas de triomphe, pas de soulagement exactement, mais un calme profond et établi. Le genre qui vient quand quelque chose qui était structurellement incorrect depuis longtemps est enfin corrigé. L'audience criminelle préliminaire fut une toute autre atmosphère. Vera arriva avec son avocat de la défense, un homme nommé Cutler, expérimenté et réfléchi, et elle s'assit à la table de la défense dans un blazer gris avec l'expression composée d'une femme qui avait décidé que la dignité lui était encore accessible si elle la maintenait fermement. Elle se trompait à ce sujet, mais elle ne l'avait pas encore compris. La procureure, une femme méthodique nommée Madame Vance, a présenté l'affaire au tribunal dans l'ordre chronologique, le schéma des visites médicales, les résultats du thermos, les transferts financiers, les correspondances d'assurance qu'Howard avait photographiées, l'enregistrement de l'iPad de Reed. Lorsque l'enregistrement a été diffusé dans cette salle d'audience, la contenance de Vera a changé, pas de manière spectaculaire. Elle était trop contrôlée pour cela, mais j'ai vu sa mâchoire se serrer et ses mains bouger sous la table, et je savais qu'elle s'entendait elle-même de la même manière que le reste de la pièce l'entendait, méthodique, calculatrice. Passant en revue la logistique avec l'efficacité d'un chef de projet pendant que sa fille pleurait de l'autre côté de la table. Puis Reed a témoigné. Le tribunal avait organisé une déposition vidéo. Reed était assis dans une pièce séparée avec un avocat, visible dans la salle d'audience sur un écran. Hank l'avait préparé, l'équipe de défense des enfants l'avait préparé, et son thérapeute travaillait avec lui depuis 3 semaines. Mais la préparation ne va que si loin. Ce qui est apparu sur cet écran était juste un garçon de 12 ans assis droit sur sa chaise, parlant clairement, répondant à chaque question sans fioriture ni dramatisation. Il a décrit ce qu'il avait entendu dans les escaliers. Il a décrit la thermos et le goût amer et la façon dont ses jambes avaient cessé de répondre sur le sentier. Il a décrit son réveil à l'hôpital et sa compréhension, de la manière dont les enfants comprennent parfois des choses que les adultes dissimulent, que ce qui lui était arrivé n'était pas un accident. La salle d'audience est restée complètement silencieuse pendant qu'il parlait. Cutler l'a contre-interrogé avec prudence, cherchant des incohérences, suggérant que le souvenir de Reed de la conversation entendue aurait pu être façonné par des événements ultérieurs et des conversations d'adultes. Reed a regardé la caméra et a dit avec la particularité d'une personne qui a réfléchi attentivement à une chose qu'il se souvenait de ce dont il se souvenait parce qu'il était resté éveillé dans sa chambre à le rejouer jusqu'à l'aube et que ce n'était pas le genre de choses qu'on confond. Cutler n'a pas eu de questions supplémentaires. La juge Aldrich a renvoyé l'affaire au procès.
Vera a été placée en détention provisoire en attendant une audience de libération sous caution le lendemain matin. Alors que l'huissier s'approchait de la table des accusés, Vera a finalement regardé de l'autre côté de la pièce, non pas le procureur, non pas la juge, mais moi. J'ai soutenu son regard et n'ai pas détourné les yeux. Howard attendait dehors dans le couloir. Il avait assisté à toute l'audience depuis la galerie. Il avait l'air épuisé d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'âge et tout à voir avec le soulagement, l'épuisement particulier d'une personne qui a enfin déposé quelque chose de très lourd. Il m'a tendu la main. Je l'ai serré. Merci, dis-je. Il hocha la tête une fois. Prends soin de ce garçon. C'est le plan, lui dis-je. La libération sous caution de Vera Stanin a été refusée 2 jours après l'audience préliminaire. Son avocat a fait valoir qu'elle avait 64 ans, n'avait pas d'antécédents judiciaires et avait des liens communautaires profonds. La procureure a souligné la nature délibérée et soutenue de la conduite, la documentation financière et le fait que le témoin principal contre elle était un enfant de 12 ans toujours dans l'orbite de sa famille élargie. La juge a convenu que la libération présentait un risque inacceptable. Vera s'est rendue au centre de détention du comté dans un blazer gris et est partie sans regarder personne dans la galerie. Le procès lui-même était dans 4 mois. En attendant, j'avais une vie à reconstruire et Reed avait une vie à reprendre. Nous avons déménagé dans une maison de location à Worthington, au nord de Columbus, suffisamment proche de l'école de Reed pour qu'il puisse rester inscrit sans interruption et suffisamment loin du quartier de la famille Stanton pour que nous n'ayons pas à nous soucier de croiser qui que ce soit. C'était une maison avec 3 chambres, un jardin décent et un garage que j'ai immédiatement commencé à remplir d'outils, une habitude que j'avais prise de mon propre père et que je n'avais jamais vraiment perdue. Reed est rentré à la maison et a dormi 12 heures la première nuit. Le matin, il est descendu, a pris son petit déjeuner et a demandé si nous pouvions prendre un chien. J'ai dit que nous en parlerions. Il a pris cela pour un oui, ce qui était probablement exact. Sa thérapie s'est poursuivie 2 fois par semaine avec une spécialiste. La GL avait choisi une femme calme et précise nommée Dr. Keane, qui travaillait avec des enfants sortant de situations familiales très stressantes. Reed appelait leur séance les « rendez-vous pour parler » et ne disait pas grand-chose de ce dont ils discutaient, ce que sa thérapeute a dit être tout à fait approprié. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il riait plus facilement qu'il ne l'avait fait depuis des années, et que les cernes sous ses yeux se sont progressivement estompées au cours des premières semaines. Hank a bouclé le règlement de divorce en décembre. Comme René avait renoncé à toutes ses créances en vertu de l'accord de coopération, la division était simple. La maison a été vendue, le produit partagé selon les termes de l'accord, et mes comptes de retraite sont restés entièrement intacts. Les 65 000 $ que René avait déplacés par des canaux cachés ont été traités comme une avance sur sa part, réduisant son règlement en conséquence. Hank s'en est assuré. Le travail financier de Ruth Taney a également mis en évidence quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu. Une police d'assurance vie distincte sur Reed que René avait souscrite 18 mois plus tôt par l'intermédiaire du courtier avec lequel Vera avait correspondu, une police dont je n'avais jamais soupçonné l'existence, désignant René comme seul bénéficiaire. L'existence de cette police est devenue une partie du dossier de preuve pénale contre Vera. Howard Stanton a témoigné lors du procès pénal en mars. Il était assis dans la boîte des témoins dans un costume sombre et a répondu à toutes les questions de Madame Vance avec la précision calme d'un homme qui avait décidé que la vérité importait plus que la loyauté envers un mariage qui lui avait trop demandé pendant trop longtemps. René a également témoigné selon les termes de son accord de coopération. Son témoignage était accablant. Je soupçonnais qu'elle le savait et qu'elle s'était résignée à cela. Vera a été reconnue coupable de 2 chefs d'accusation, mise en danger criminel d'un enfant et complot en vue de commettre une fraude. La juge l'a condamnée à 7 ans de prison. Cutler a annoncé un appel. Madame Vance s'est dite confiante dans le dossier. Je n'ai pas assisté à la condamnation. J'avais passé assez de temps dans ce tribunal. Au lieu de cela, j'ai emmené Reed voir son match de football universitaire de l'Ohio State le samedi après-midi, son premier, quelque chose dont nous parlions de faire depuis 2 ans, et que nous repoussions toujours. Nous nous sommes assis dans les gradins supérieurs avec du chocolat chaud et avons regardé les Buckeyes gagner par 3 touchés. Et Reed m'a expliqué le schéma défensif comme si je n'avais pas regardé le football depuis avant sa naissance. En rentrant à la maison, Reed est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Papa, on va bien maintenant ?» J'ai réfléchi à ce que « bien » signifiait vraiment pour nous deux. Non pas l'absence de difficultés, pas une garantie contre les choses difficiles, mais une base qui était réellement solide.
Construire sur ce qui était réel au lieu de ce qu'on nous avait dit d'accepter. Oui, mon pote, dis-je. On va bien. Il hocha la tête, satisfait, et se remit à regarder par la fenêtre les lumières de l'autoroute. J'ai gardé les deux mains sur le volant et nous sommes rentrés à la maison. Cette maison à Worthington avec un jardin décent et le garage plein d'outils nous attendait. Les livres d'histoire de Reed étaient sur la table de la cuisine. Il y avait un dépliant d'adoption de chiens sur le comptoir que j'ai fait semblant de ne pas le remarquer laissé là. Nous avions du travail à faire, le travail ordinaire, sans glamour, au jour le jour, de construire une vie qui était vraiment la nôtre. Je n'avais jamais rien attendu de plus dans toute ma vie d'adulte.